S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors, habituellement, je reçois des gens dont leur thématique business est une passion. Et j'ai l'impression que toi, ça a été un putain de problème. Est-ce qu'on peut dire que de ton problème, je sais pas si t'en as fait une passion, mais en tout cas ta vie aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Bah écoute, merci de m'accueillir ici. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de ce type de sujet-là. Moi, c'est vrai que d'habitude, je viens pour parler de mes problèmes de gluten, effectivement. Et là, je viens pour parler de ce que j'en ai fait, ce que j'en ai créé. Donc, c'est cool. De toi, surtout. On va et faire un beau tour dans ta tête, Miss Zéro Gluten. Bon, raconte, comment je t'appelle? Zoé No Gluten aujourd'hui? C'est quoi? Ouais, mon prénom, c'est Zoé. Tu peux m'appeler Zoé No Gluten si Madame tu veux. No Gluten. Bon. Il y avait un problème avec les impôts qui avait écrit Zoé No Gluten et puis mon nom de famille. Après, je sais pas comment ça arrivé là, mais quelqu'un s'était amusé. Non, c'est pas une blague. J'ai dû aller au guichet pour demander d'enlever No Gluten. C'est pas mon vrai nom, voilà. Bon, pourquoi No Gluten Pourquoi c'est une galère avec les impôts? Allez, raconte, que fais-tu dans la vie? Alors, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux où je partage des recettes sans gluten parce que j'ai la maladie cœliaque depuis 10 ans et c'est une maladie qui n'est pas très connue en France et c'est justement pour ça que j'ai commencé en fait en arrivant parce que je me suis rendu compte qu'on ne me prenait pas du tout au sérieux et que quand je demandais de manger sans gluten au restaurant, c'était vite fait mis sur le côté, il y avait tout le temps des erreurs, etc. Sauf que dans le cas de la maladie cœliaque, si je mange une miette de pain, je suis malade pendant une semaine après. C'est quoi les symptômes? Donc la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui touche 1% de la population française, donc c'est quand même 700 000 personnes. C'est pas considéré comme une maladie rare. Et globalement, en fait, le danger, c'est que sur le long terme, si je mange du gluten, ça provoque une réaction qui détruit mes parois intestinales. Donc ça fait, j'aime bien dire des trous, ça fait pas vraiment des trous, mais voilà. Comme le piment, je crois, c'est ça que ça fait, tu sais, quand tu manges trop épicé, ça te fait des pores. Je sais pas. Mais là, en gros, dans le cas de la maladie cœliaque, t'as la paroi intestinale, normalement, elle est pas lisse, elle comporte des villosités. Donc, c'est des petites bosses qui font que la surface de contact entre les aliments et ton corps est plus grande. Okay. Et donc, ça permet d'avoir plus d'espace pour ingérer les nutriments qui passent dans ton sang. Dans le cas de la maladie cœliaque, ces villosités disparaissent, en fait. Et donc, t'as plein de carences en plein de nutriments différents. Et donc, sur le court terme, tu peux avoir des symptômes très variés. Certaines personnes ne peuvent ne même pas avoir de symptômes du tout. Okay. Donc, ça peut aller des symptômes digestifs à des symptômes de fatigue, brouillard mental, dépression, des trucs plus psychologiques aussi. Okay. Donc voilà, c'est très très variable. Le corps et la tête, quoi. Ouais, le corps et la tête, c'est lié de toute façon. L'axe intestin-cerveau, on en parle de plus en plus. Ton deuxième cerveau, c'est ton estomac. Ok, donc la chiasse par moment ou constipé. Tout à fait, on adore. Voilà, c'est ce vers quoi je voulais tendre. Préféré, voilà. Et c'est surtout génial parce que tu arrives à table, tu dis je mange pas de gluten, les gens te font pourquoi tu manges pas de gluten? T'es là, tu veux que je te dise vraiment ce que moi. C'est tellement drôle. Et vraie question, tu t'en es rendu compte comment? Parce que tu as clairement dit que t'es pas prise au sérieux. Ouais. Est-ce que c'est aussi par du corps médical? Au départ, ça a pris du temps avant de diagnostiquer ça? Alors, j'ai eu pas mal de chance. Moi, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 17 ans. Alors, la maladie cœliaque, il faut savoir c'est une maladie qui est génétique, mais c'est pas parce que tu as les gènes que tu la développes. Et aujourd'hui, on sait pas encore pourquoi certaines personnes la développent et pourquoi à ce moment-là. Donc, moi, c'était en fin d'adolescence. Un contexte favorable, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais on sait pas exactement ce qui a causé le truc. Donc, j'étais encore à la maison. Et j'avoue que seule, je sais pas si j'aurais vraiment été aussi loin et été voir un médecin aussi vite, etc. J'avais des symptômes type je m'endormais en classe alors que d'habitude j'étais quand même impliquée dans les événements. T'étais grave première de la classe. Grave. Mais oui, non, mais j'ai vu les stories, c'est pour ça que je suis en mode okay. Syndrome de la première de la classe. T'as bien fait tes recherches. Non mais j'ai même pas recherché, c'est juste je scrolle et je vois et j'emmagasine des infos.
Non, et puis j'avais trop mal au ventre, j'étais tout le temps hyper ballonnée, je voulais plus manger, enfin je disais tout le temps que j'avais pas faim. Ballonnée de ouf aussi. Ouais, ballonnée de ouf, des gaz horribles, mais des odeurs inimaginables, en classe horrible. En classe horrible, oh non. horrible. Heureusement, j'aime bien raconter, j'avais un très bon pote à l'époque, qui est toujours mon pote d'ailleurs aujourd'hui, mais qui était vegan et il était un peu dans sa phase... très militant, etc. Et donc, en fait, c'était... Connecté au corps. Exactement. Et donc, il mangeait énormément de fibres. Et donc, il pétait énormément aussi. Mais ça faisait vraiment partie de son identité, quoi. Il en était ultra fier. Et donc, on s'asseyait à côté en classe. Et il prenait tout. Et il prenait pour lui, quoi. Genre, c'était moi qui pétais, mais il disait que c'était lui. Vraiment, putain, je pense qu'on l'a tous vécu. Et moi, tu sais, je suis le genre de gars tellement stressé que je garde tout ça en wham. Et le soir, je l'explose. En vrai, t'exploses pas. C'est juste tellement mauvais pour ton estomac. Du coup, il y a plein de gens qui doivent s'identifier à ça. Donc, dédicace à ton pote quand même. Exactement. Il y en a qui se sacrifient pour les autres. Exactement. Et voilà, du coup, c'est tes parents qui t'ont vraiment poussé là-dessus. Et donc, c'est plutôt ma mère qui était là. En fait, c'est pas une crise d'ado, cette histoire. Il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Okay. Et elle m'a amenée chez des médecins. Et pour diagnostiquer la maladie cœliaque, en fait, c'est assez simple. Il suffit de faire une prise de sang dans un premier temps qui détecte les anticorps, tout simplement, qui ne sont pas censés être là. D'accord. Et donc, on les a détectés avec une simple prise de sang. Après, pour que le diagnostic soit confirmé, il faut faire ce qu'on appelle une gastroscopie. Donc, c'est une biopsie de l'intestin. On va avec une petite caméra à l'intérieur et on coupe un petit morceau de la paroi pour voir si elle est vraiment abîmée ou pas. Et on dit comment on va... Alors, par le haut ou par le bas. Moi, j'ai fait les deux. Voilà. Okay. Voilà. Allez, on va parler de choses beaucoup plus mignonnes. Je crois que tu as commencé ta carrière en tant que maîtresse d'école. Oui. Comment on fait ce chiffre des enfants au caca? Je ne sais pas. Oui, au gaz. Non, mais plus sérieusement, je suis hyper... C'est ça que j'adore. Je crois que c'est un peu ce que je t'ai dit. C'est pas ma sensibilité au gluten ou au gluten free. C'est plus l'idée de te dire que tu commences avec un parcours de vie et que tu bifurques, que tu te réinventes. Ouais. Allez, on peut spoiler, mais tu partages ta vie avec aussi un entrepreneur. Donc, je suis sûr que vous vous ressemblez un petit peu sur ce pas savoir de quoi est forcément fait demain. Comment ça t'est venu? À quel moment tu t'es dit, sachant que t'es première de la classe, je le répète, première de la classe puis prof, putain, il y a des risques quand même. En plus, non, attends, je spoil, mais je crois que tu as fait un double master. Tu as un PhD ou pas? Non, j'ai pas de PhD. Mais tu t'es posé la question. Ouais, je m'étais posé la question, ouais. Raconte, c'est quoi ces choix? Ouais, j'ai un parcours de vie qui est pour le moment pas linéaire, on peut dire. Donc, je suis belge et puis j'ai fait mes études en Angleterre. J'ai toujours voulu être prof. C'est un peu un rêve d'enfant. Un peu toutes les petites filles à 6 ans et demi veulent être maîtresses. Bah, moi, en fait, c'est resté. Okay. C'était un peu un rêve secret. J'en parlais pas trop parce que c'était un peu la loose quand t'as 15 ans de vouloir être maîtresse d'école. Enfin, c'est pas non plus le truc ultra sexy. Mais moi, je voulais vraiment être maîtresse d'école. Donc, c'est pas ça que j'ai étudié parce que je me suis dit, je voulais ça, mais dans ma tête, c'était impossible. Et puis, c'était pas ça qu'il fallait faire. J'étais première de la classe, j'étais bonne en maths. Bon, voilà, j'allais. Pourquoi dans c'est ma pas tête... ça qu'il fallait faire? Ouais. Je sais pas, dans ma tête, dans mon milieu, c'est un métier qui est pas bien vu en France, alors que c'est hyper dommage. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde et il devrait être reconnu 1000 fois mieux parce que c'est tellement important. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas un métier qui est bien payé non plus. Enfin, Belgique, pareil, tout ça? Ouais, pareil, environ. Okay. Voilà, c'est payé, on peut bien vivre, mais voilà, c'était pas dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, c'était pas à ça qu'on aspirait pour moi, je pense. On aspirait à quoi quand on est première de la classe en maths, concrètement? Je sais pas, mon frère et ma sœur sont ingénieurs, voilà, tu vois, par exemple. Ils sont plus petits que moi, donc ils ont fait le choix après moi, tu vois. J'ai eu encore la porte ouverte de dire non, moi je fais pas ça, tu vois. Mais attends, en général, c'est l'inverse. C'est les premiers qui font, et tu sais, ceux d'après qui sont en mode non, moi je suis en opposition aux parents. C'est vrai. Ça a été dur cette décision de. Donc tu as fait. Raconte-moi les études, mais donc, ça a quand même été long avant que tu te dises je deviens prof. Carrément. J'ai fait d'abord des études de psycho parce que pour moi, ça. Enfin, voilà, il y avait quand même un rapport, c'était psycho et sciences du langage. Après ça, je voulais toujours être prof et j'ai postulé à Oxford et j'ai été prise en éducation. Donc, c'était pas pour être prof, mais c'était plus la recherche en éducation. Donc, de nouveau, ça avait un lien. C'était pas exactement ça, mais je m'étais dit, voilà, ça m'intéresse. Et après ça, je suis arrivée à Paris et j'ai fait un autre master à l'ENS, cette fois-ci en sciences cognitives. Et c'était en fait, c'était un master où c'était hyper intéressant. C'était pour savoir comment est-ce qu'on apprend, quelles sont les méthodes, comment ça fonctionne dans le cerveau d'un enfant pour qu'il apprenne, en fait. En gros, c'était un peu ça la spécialité que j'avais pris. Et puis, je devais partir sur un doctorat. Et à ce moment-là, en fait, c'était le Covid. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans un doctorat où j'ai aucune expérience sur le terrain. Finalement, j'ai jamais enseigné. Et moi, je vais aller dire aux gens comment enseigner. Enfin, je vais faire la théorie pour dire aux gens comment la mettre en pratique, alors qu'on sait très bien que la théorie et la pratique, il y a un fossé entre les deux. Il y a tellement de choses qu'on sait sur l'enseignement, sur l'éducation,
qui sont pas mis en place dans les écoles parce qu'il y a plein d'autres problématiques qui viennent avant et qui sont encore plus importantes que les nouvelles petites recherches sur le côté. Donc je me dis, j'ai pas envie de faire un truc que personne va lire et je vais bosser dessus hyper dur pendant 3 ans, 4 ans. Ouais. Voilà, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc à ce moment-là, j'ai passé le concours pour être maîtresse d'école en élèves libres et je l'ai eu. Et je me suis lancée, quoi. J'ai pris une classe de CE2, j'avais aucune expérience. Enfin, j'avais la théorie, quoi, mais en pratique, zéro. C'est quoi la différence Il y a entre la beaucoup théorie et la pratique, ouais. En théorie, les classes sont calmes, les enfants... En théorie, en sont Belgique, bien moi je me élevés, dis je ça sais en pas. France. Non, mais en théorie, en fait, on s'attarde sur... Enfin, tu vois, il faudrait faire de la métacognition, apprendre aux enfants, en fait, comment ils réfléchissent, les laisser participer, manipuler des objets. Enfin, tu vois, il y a plein de choses géniales qu'on peut faire. En pratique, quand tu as 30 élèves dans une classe, dont certains qui ont certains troubles ou besoins différents, ouais, les faire participer et tout, c'est cool. Mais à la fin de la journée, quand t'en as 30 qui crient, parfois, c'est compliqué aussi. Donc, c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux. Tu terminais tes journées essorée. Ah ouais. Mais parce que je donnais tout aussi. J'étais surexcitée. Les gens me demandaient souvent, mais t'es pas stressée et tout, tu vois. Enfin, tu vois, je sais pas, déjà, j'avais 22 ans. J'avais l'air encore plus jeune que maintenant. Enfin, j'avais vraiment une tête de bébé. Les parents pensaient que j'étais, je sais pas, moi, la nouvelle surveillante de la cantine ou, tu vois, un job d'étudiant, quoi, que c'était pas vraiment moi la maîtresse. Donc, je donnais tout ce que j'avais, on s'éclatait, on commençait la journée, on dansait, on mettait de la musique et tout pour commencer la journée. On a fait plein d'activités trop sympas, on faisait plein de sorties, enfin, c'était génial. Mais c'est vrai que je donnais toute mon âme, quoi. T'as passé combien de temps là-bas ? J'ai fait 3 ans. Alors attends, on va revenir là-dessus, juste une mini question là-dessus, une mini parenthèse. Ouais. On te prenait pas au sérieux ? Ça t'est arrivé de devoir... Au début, ouais, carrément. Que ce soit les parents comme les élèves ? Non, les élèves, ça va. Moi, j'avais des petits. Quand Okay, même. J'avais des CE2 à 8-9 ans. Ils font pas trop la différence entre un adulte et un adulte. Si tu leur demandes quel âge t'as... oui, 22 ou 30. Oui, ils savent pas. Ou 45 même. Tu sais, ils ont aucune idée. Donc, et les parents d'élèves ou même le corps enseignant n'a pas été un peu méprisant par rapport à toi ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des collègues géniales qui m'ont beaucoup aidée. Je pense que j'aurais pas du tout autant apprécié mes premières années sans elles. Et surtout, je pense que... Que des meufs ? Alors, en grande majorité, okay. En grande majorité, en primaire, c'est surtout des meufs en France quand même. Parce que des collègues géniales de ta bouche, Zoé, je me suis dit non, elle s'est pas trompée dans l'accord. Non, c'est un accord féminin. C'était majoritairement des meufs, ouais. Non, elles m'ont beaucoup aidée. Et puis, il y avait une super ambiance. Accueilli. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai tellement aimé l'expérience. Parce que ça dépend aussi beaucoup des collègues. Finalement, prof, c'est un métier très solitaire dans le sens où tu es dans ta classe avec les enfants, mais en fait, tu es un peu livré à toi-même. Tu vois, tu n'as pas de collègues avec qui tu échanges au quotidien sur ce que tu fais. Si tu as envie de faire ce que toi, tu as envie de faire, tu le fais tout seul dans ta classe et personne ne vient jamais te voir. Tu vois, tu peux avoir une inspection tous les X années, mais au final, tu vis ta life, quoi. Tu étais meilleure à la 3e année que la première ? J'espère. Non, mais je veux parler un petit peu de ça. J'ai tellement de questions. Je veux déjà comprendre, je vais y arriver. C'était quoi ta zone de plaisir versus... Je ne sais pas si tu as pu assister à d'autres cours, mais en tout cas, on t'a renvoyé que tu étais forte dans quoi ? C'est peut-être différent, les deux. En classe, tu veux dire ? En tant que professeur. Ah, c'est dur. Moi, j'adorais être avec les enfants. J'adorais quand ils comprenaient quelque chose. Tu vois dans les yeux d'un enfant qu'il a compris quelque chose. Et puis, tu sens encore toute la naïveté du monde. Et ils ont parfois des réponses tellement belles et tellement poétiques qui te font réfléchir à ta propre vie, tu vois. T'es là, waouh. La naïveté, quoi. Ouais, mais tu vois, et j'ai oublié, en fait, que... Ouais, c'était beau. Une fois, on avait fait un exercice sur... de géométrie où il fallait classer des formes géométriques et en gros on parlait des quadrilatères, enfin bref, on s'en fiche, tu vois. Je vois ce qu'est un quadrilatère. Il fallait classer des formes géométriques et donc je leur avais demandé de classer eux-mêmes et après on en discutait parce que je préférais quand même partir de leurs observations plutôt que donner la règle pour commencer. Et t'en as un, il m'a classé les trucs, il m'a fait, si on met un cercle avec un carré, ça fait un coucher du soleil. Si on met après le rectangle avec le losange, ça fait une chaise de plage. Donc en fait, ça fait thème plage. Oh, ok, il est l'artiste, quoi. Ouais, mais tu vois, mais en fait, t'es là, waouh, c'est trop beau, enfin, c'est trop chouette. Okay. Donc voilà, donc ils m'ont appris beaucoup, les enfants, de ce point de vue-là. Et c'est dans ça, deuxième question, ce dans quoi tu étais forte, est-ce que c'était ça, peut-être la pédagogie, voir justement que... Peut-être, je pense que j'étais très empathique et très gentille. Enfin, je les comprenais beaucoup et je pense qu'ils se sentaient à l'aise avec moi. Enfin, on crée une vraie relation avec les élèves. Ouais, je pense que c'est peut-être ça pour lequel j'étais douée et ce que j'aimais, en fait. Ça se rejoignait. Parlons d'empathie, qui est une des grandes qualités que n'importe quel être humain devrait avoir, mais encore plus quand tu es professeur et que tu travailles avec des enfants.
Juste, bon, je dois le dire, de toute manière, il y a une dédicace à ma daronne à chaque podcast. Maman, si tu me regardes, ma mère est prof. Donc voilà. Voilà, les profs plus. Pour les plus grands. Ouais, exactement. Ah, c'est dur ça, franchement. Ouais, elle commence au collège, quoi. Oh donc là des là gosses de là 11 là. ans, Ça, mais je elle a des pourrais têtes à jamais. claque jusqu'à 18. Ah non, ça, je pourrais pas. Prof d'anglais. Donc bon. Bref, passons. Comment tu fais pour. Tu en as parlé, il y a des gosses qui ont des traumas. En fait, ils ont des particularités. J'ai même pas envie que ce soit péjoratif ou quoi. Est-ce que tu peux réellement prendre ça en compte? C'est pas un podcast sur l'éducation, mais en vrai, on parle tout le temps de retransmission dans ce podcast. Je trouve que c'est hyper lié. Est-ce qu'on peut faire du tailor-made, tu vois, du cas par cas, ou est-ce qu'en réalité, tu n'avais pas la capacité? Alors, t'essayes au max. Bien sûr, il faut prendre chaque enfant avec ses individualités en compte, et puis tu peux pas attendre la même chose de chacun, et enfin tu dois amener chacun à son meilleur potentiel, et puis on n'est pas égaux, et c'est hyper injuste, et c'est ce qu'on explique aux enfants aussi, c'est que finalement c'est injuste et c'est comme ça, et on a chacun des qualités et des défauts qui sont différents, des avantages et des choses dans lesquelles on est moins fort qui sont différents, et on prend tout ça en compte. Donc et ça, ils le captent, tu trouves? Ouais. Il faut leur expliquer, bien sûr, et ils le captent. Les enfants, ils comprennent plein de choses si on leur explique à leur niveau. Il y a totalement moyen. Et puis, en fait, c'est une grande force parce que je leur expliquais au début de l'année, on est tous dans le même bateau. Moi, je suis le capitaine et vous êtes tous les moussaillons. Et en fait, on va aller d'un point A à un point B. Il faut arriver dans la prochaine classe. Il faut arriver en CM1 l'année prochaine et on y va tous ensemble. Donc, je leur disais ça. On y va tous ensemble. Et je dis, en fait, il faut s'entraider. Et, c'est beau, ça. Okay. Ouais, et ceux qui sont forts en maths, ils peuvent aider ceux qui sont moins forts en maths. Mais ceux qui sont moins forts en maths, peut-être qu'ils sont très forts en dessin ou en français ou en théâtre, et ils pourront aider les autres aussi. Donc chacun apporte quelque chose aux autres. Et c'est le collectif qui prime? Alors oui et non, tu vois, c'est pas non plus que le collectif. Non, c'est une bonne question parce qu'il y a un moment où il faut pousser chacun vers son meilleur. Donc bien sûr. Qui n'est pas le même pour les autres. Qui est pas le même pour les autres, ouais. Donc non, mais c'est ça que j'aimais bien, c'est que c'est complexe en fait. Mais je vois quand même, moi tu me parles de ça, moi j'ai eu un flash de quelqu'un qui redouble quand on est en CE1 ou CE2, qui est en pleurs. Ouais. Et nous, en fait, c'est hyper péjoratif, c'est hyper triste, c'est hyper... tu vois, on juge et... Bon, on est petit, hein, et autant que je me souvienne, on m'a jamais dit va aider X ou Y. Il y avait l'étude, il y avait l'abécédaire ou je sais pas quoi. Tu vois de quoi je parle là, les trucs pour, enfin en tout cas de l'aide à la lecture. Je rebondis sur le collectif, l'enfant, retransmettre, créer quelque chose. Est-ce qu'il y a un point commun avec ton activité aujourd'hui? On va revenir un petit peu sur pourquoi tu as arrêté, comment tu t'es lancé, mais je fast forward très vite. Si on dégrossit, c'est quoi les points communs dans ce que tu aimais faire en tant que professeur et ton activité aujourd'hui de créatrice de contenu? Je pense que quand j'étais prof, je faisais le pitre devant une classe de 30 élèves globalement, et là je fais le pitre devant mon téléphone, mais retransmis à des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Donc c'est transmettre et c'est faire le pitre, je pense. Vraiment le pitre? Un peu quand même. C'est jouer un rôle. Je pense, en quelque sorte, c'est jouer un rôle. Quand t'es prof, je deviens la maîtresse. Et puis sur Instagram, je suis Zoé No Gluten. Alors, il y a bien sûr, ça reste des parties de Zoé, mais c'est pas, c'est des parties de Zoé, quoi. Et ok, non, hyper intéressant. Ouais. Est-ce que, allez, comment dire, le regard des autres, des enfants, a été totalement différent quand tu t'es mis sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un rapport à ça? Ouais, différent. Alors, j'étais déjà sur les réseaux quand j'ai commencé à être prof. C'était plus ou moins en même temps. Okay. Au début, les enfants n'étaient pas du tout au courant. Autour du gluten, toujours? Ouais, toujours. Déjà. C'était déjà. J'ai plus ou moins commencé les deux en même temps, en fait. Okay. Et je ne l'ai pas dit aux enfants parce que ça n'avait aucun rapport avec eux. Et puis, ça n'avait pas lieu d'être... voilà, c'était... Enfin, ils avaient pas à savoir ça. Ça relevait de ma... Insta, je préfère qu'ils soient pas dessus, quoi. Non, c'est ça. En fait, ils étaient pas sur Instagram eux-mêmes, donc il y avait pas vraiment de raison qu'ils soient au courant. Et puis moi, je leur racontais pas ma vie et ça faisait partie de ma vie après l'école, donc j'estimais que c'était pas important pour eux de le savoir. Ils l'ont appris quand j'ai sorti mon premier livre et que mon premier livre était à la Fnac avec ma grosse tête dessus. Il suffit qu'il y a un enfant qui le trouve, en fait, c'est... ça fait le tour de l'école. Voilà. Okay. Et donc, ils étaient très mignons. Ils l'ont tous acheté, ils sont venus, je l'ai dédicacé pour eux. Ils étaient très, très fiers. C'était chouette. Il y a certains parents qui m'ont avoué après qu'en fait, ils me suivaient déjà depuis très longtemps et qui m'avaient trouvé et qu'ils le savaient, mais qu'ils ne l'avaient pas dit. Ah, trop drôle. Voilà. Enfin, trop drôle. Ouais, en fait, je partage rien de confidentiel non plus, tu vois. Mais tu t'es dit, faut pas que je fasse... Enfin, maintenant, tu le sais, quoi. Ouais, mais après, je partais toujours du principe que certains le savaient. Enfin, tu vois. Et quand tu mets ce rôle, je vais dire un masque, mais plus un rôle que tu joues,
Est-ce qu'il est plus facile en cours ou est-ce qu'il est plus facile sur les réseaux? C'était plus ça ma question par rapport à l'audience, comment elle te perçoit. Alors, en classe, tu as un retour direct et il y a beaucoup d'humains. En fait, tu donnes énormément à peu de personnes. Enfin, peu de personnes, 30 personnes, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce que je donne sur Instagram. Sur Instagram, je donne énormément aussi. Je donne de manière différente et j'ai moins de contact avec les personnes à qui je donne, mais j'ai énormément de retours aussi. En fait, j'ai des retours qui sont plus succincts et je crée moins de relations, mais avec plus de personnes. Donc, l'intensité est moins forte, mais la quantité est plus grosse. Donc, ça se compense en termes de chaleur, on va dire, de chaleur émotionnelle, je pense que non. humaine. Je pense que l'humain me manque quand même. Ok. Enfin, j'aimais bien cette idée d'être en classe avec des enfants. Enfin, c'est quand même différent, tu vois. Tu passes 1 an avec des enfants, tu crées des vrais liens, tu vois, et tu les aides vraiment pour aller d'un point A à un point B. J'ose espérer que j'aide aussi via mes réseaux sociaux et ce que je partage sur Instagram, mais c'est beaucoup moins palpable. Enfin, t'as que des chiffres, c'est très froid finalement. J'ai des messages, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages. De personnes qui peut-être s'acceptent plus, peut-être trouvent des solutions aussi. On va en parler. Ouais. Par contre, tu as dit un mot. Je ne sais pas exactement quel mot, mais je voulais aller sur... Est-ce que tu te sens autant utile quand tu étais prof qu'aujourd'hui sur les réseaux? Ça dépend des jours, j'ai envie de dire. Ah ouais? Ça dépend des jours, ouais. Je pense que oui, je me sens utile parce que je pense que ce que je fais, ça a un sens. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. À la base, je suis pas sur les réseaux. C'était pas mon rêve d'être sur les réseaux. Toutes mes copines rigolent encore. Je suis copine avec les mêmes depuis qu'on a 3 ans et demi. Si on avait dû de ta gueule en off. Mais en fait, c'est même pas ça. Mais c'est juste que si on avait dû faire une liste des probabilités de qui se retrouverait à bosser sur les réseaux, mais je suis pas sur la liste en fait. Je suis moins 1000. J'avais un iPhone. Enfin, j'avais pas. Là, j'ai un iPhone parce que je suis sur les réseaux, mais j'avais pas de téléphone jusqu'à genre mes 16-17 ans. Et puis elles m'ont supplié d'en avoir un parce qu'il fallait absolument que je partage mes scans de mes résumés pour les examens sur Facebook dans le groupe de la classe. Toujours dans ton rôle de première. Et c'est pour ça en fait que j'ai eu un téléphone. Moi, j'avais pas de réseau. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est rigolo. Ouais. Raconte-moi un petit peu ce lancement sur les réseaux. J'ai bien compris, donc tu étais prof, mais en même temps, c'est venu. Mm-hmm. Ouais, pourquoi tu t'es dit que tu allais partager, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas de téléphone quelques années avant? Est-ce que déjà, tu étais consommatrice des réseaux? Alors ouais, je pense que j'ai été pas mal consommatrice des réseaux. En fait, pour revenir en arrière, donc j'ai été diagnostiquée avec la maladie cœliaque quand j'avais 17-18 ans, donc au début de mes études, et je l'ai assez mal vécu parce qu'en fait, je savais pas ce que c'était le gluten, et en soi, j'étais pas une grande gourmande, ça me dérangeait pas, mais juste j'étais tout le temps malade, et du gluten, il y en a partout, et donc j'avais l'impression de l'avoir supprimé parce que j'avais arrêté de manger du pain, des pâtes, comme une vraie première de la classe. J'avais vraiment fait ce qu'on m'avait dit, sauf qu'en fait, du gluten, il y en a dans la sauce soja, il y en a dans les cubes de bouillon, il y en a dans les oignons frits, il y en a dans les bonbons. Et moi, toutes ces choses-là, j'avais pas vraiment cherché. Ouais. Ça t'impacte. Et donc, je continuais à être malade et j'ai commencé à avoir peur, en fait, de m'alimenter, de sortir. Je comprenais pas. J'avais pas envie de cuisiner, je savais pas cuisiner, ça m'intéressait pas. Donc, au final, ça a pas été une période facile. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas mal utilisé les réseaux parce que j'ai trouvé du contenu inspirant que j'aimais bien, tu vois. Donc, j'étais consommatrice plus qu'autre chose. Mais il n'y a pas de mais, enfin j'aimais bien, voilà. Et puis en arrivant à Paris, donc là c'était en Angleterre, et en Angleterre j'étais quand même prise au sérieux, donc c'est moi qui faisais des erreurs, mais petit à petit j'ai compris ce que je devais demander, pas demander, et ça se passait de mieux en mieux. En tout cas, mon entourage comprenait maladie cœliaque, alors que quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit mais c'est dingue, personne ne connaît le mot, enfin c'est pas du tout plus connu outre-Manche qu'en bien France. Sûr. T'arrives au resto, déjà la première question que le serveur te pose, c'est est-ce que vous avez des intolérances ou allergies alimentaires? Enfin, c'est eux qui te posent la question. En France, il faut que tu le demandes, et quand tu le demandes, t'es vraiment relou, quoi. Enfin, franchement, t'es relou. Alors que là-bas, c'est normal, ça fait partie du discours. Et si tu dis I have celiac, ils t'amènent le manager et ils te font ah oui, bien sûr, pas de souci et tout. Ici, pas du tout. On est très, très loin. Donc, ils sont plus aware, Ouais, à l'écoute, au courant, quoi. Ouais, au courant, ou éduqués là-dessus. Ok, et ils te jugent moins. Je veux juste comprendre une chose quand je t'ai dit mais, c'est que sur les réseaux, tu consommes du contenu qui t'offre des solutions et te fait sentir moins seul avec cette maladie. Pourquoi tu te lances? Mais parce que justement, il n'y avait pas de contenu sur cette maladie, en fait. Je trouvais c'était sur le gluten, mais pas forcément... Alors, c'était même pas forcément sur le gluten, c'était sur la nourriture, je sais pas. Il y avait plein de sujets, il y avait plein de gens qui m'inspiraient sur les réseaux, majoritairement en anglais aussi. Un peu sur le gluten, c'est vrai, sûrement, mais en anglais. Et quand je suis arrivée en France, de un, je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne connaissait mon problème ou n'en avait conscience. Et de deux, il n'y avait aucun contenu francophone sur ces thèmes-là.
Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. Et en fait, au début, c'était pas une page Instagram. Parce que j'avais pas de. Enfin, je me voyais pas me poster moi sur les réseaux. Enfin, je me suis dit jamais de la vie. Mais par contre, j'avais un blog où j'expliquais mon expérience. Ne me dis pas un Skyblog. Ouais, non, c'était pas un Skyblog, mais c'était un C'était déjà sur Squarespace. Medium. Ouais, ok, non, voilà. Squarespace, ok. Je m'étais fait un petit site internet et tout. Et j'écrivais des articles sur les conséquences psychosociales d'un régime restrictif. Tu vois, donc c'était sur le gluten, mais pas que. Et je partageais mon expérience, mais je demandais aussi à d'autres gens qui mangeaient sans gluten de partager la leur. Et donc, il y avait plein d'articles que j'écrivais avec d'autres personnes sur d'autres personnes que moi, en fait, sur ce blog. Et donc, ça permettait d'ouvrir le spectre et de montrer, en fait, voilà, la fille qui mange sans gluten, c'est pas juste la parisienne bobo qui embête tout le monde. Parce que c'est vrai. Qu'elle est belge, quoi. Non, mais dans l'imaginaire des gens, c'est ça. Je disais, en fait, non, il y a plein de personnes qui doivent manger sans gluten pour plein d'autres raisons. Il y a même des enfants qui mangent sans gluten parce qu'ils ont cette maladie-là. Et donc, c'était ça mon message. On croyait que c'était un caprice. Mais complètement, mais on croit encore que c'est un caprice. Hein. Enfin... Putain, c'est fou ça. Alors qu'on se rend pas compte, la vie est dure, quoi. Bah, c'est pas facile. Hein. C'est pas si je facile. te le dis en tant que personne qui ne mange pas de porc. Enfin, déjà ça, c'est chiant, quoi. Ouais. Donc, ok, d'accord. Non, c'est pas facile. Et donc voilà. Et donc là, je lance Instagram parce que mes copines me disent, franchement, le blog en 2020. Ouais, ça va pas trop le faire, tu vois. Faut quand même que tu relayes au moins les articles sur Instagram, sinon personne va jamais trouver ton blog. Donc tu montes pas ta tête au début encore. Et donc, il y avait quand même quelques photos. Non, il y a pas encore vraiment de vidéos. Il n'y a pas du fast cam où tu t'adresses en impro. Non. Ça prend combien de temps, ça ? Ah, ça prend quelques années quand même. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais. Au début, c'est plus des images, des photos. Puis après, petit à petit, je fais des réels. Les réels, je filme la recette et on voit ma tête à la fin où je goûte et je fais comme ça. Tu sais, avec ma main. Okay, c'est un peu mon style, genre très bon. Ouais. Et puis, je mettais tagline, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, petit à petit, ouais, je me suis détendue, quoi. C'est quoi qui a fait que j'allais dire que tu as été assez en confiance pour montrer, parler, et puis même le faire de manière... Ouais, non, ça sera pas sorti du coup demain, mais j'allais dire si les gens veulent aller voir tes stories d'hier, t'en fais plein à la suite. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas plusieurs prises, enfin, t'es hyper détente. Est-ce que c'est de la mise en confiance ? Est-ce que tu as dû recevoir des beaux messages de tes abonnés qui aussi t'ont demandé de plus voir ta tête ? Probablement, puis il faut avancer et puis tu t'améliores et puis t'apprends. Tu vois, au début, t'es pas en confiance du tout, mais tu le fais quand même parce que c'est le seul moyen d'apprendre. Quand t'es acteur et que tu vas sur scène la première fois, bah, t'es pas vraiment en confiance, mais il faut bien une première fois à tout et t'y vas. Et puis au fur et à mesure, bah, t'acquiers des skills et puis tu gères mieux et puis t'es plus en confiance, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil. Hein. Et la confiance, c'est que des vues et des commentaires ? Il y a une autre manière ? Non, pas. Les vues et les commentaires, bien sûr, ça aide parce que ça te montre que ce que tu fais est pertinent et puis que ça a du sens et de la valeur. Mais je pense que tu l'acquiers aussi en fait en le faisant et que tu deviens meilleur en fait. Juste, tu regardes mes premières vidéos, c'est catastrophique. Enfin, j'ai tout appris sur le tas, donc je savais ni monter, ni filmer, ni rien du tout. Et donc voilà, petit à petit, t'apprends, ça devient de meilleure qualité, ça devient mieux et tu gagnes en confiance grâce à ça aussi. On va parler aussi de l'aspect créa, entourage et business. Mais avant ça, je veux juste comprendre, quand tu publies ta toute première vidéo où tu montes ta tête, voire quand tu montes même pas ta tête, c'est quoi le rapport que tu as aux premiers commentaires et aux stats versus aujourd'hui ? Ah, c'est une bonne question. Bien sûr, je pense que ça a beaucoup d'importance, les stats et les commentaires. Dire que je m'en fiche complètement, ça serait complètement délirant. Mais je sais pas à quel point c'est vraiment ça qui dirige ce que je fais. Ça guide pas ton humeur en tout cas ? Non, je pense pas. Non, les commentaires jamais, pas du tout. Après les stats, oui, tu vois, si ça fait une semaine et que toutes mes vidéos flop, ouais, c'est sûr que dire que ça n'a aucun impact sur moi, c'est faux, mais parce que aujourd'hui c'est mon métier et voilà, c'est normal. Si tout flop, bah oui, Mais tu lances pas ta création à l'univers directement presque, tu vois, en ayant peur de la réceptivité. C'était peut-être ça au début, non ? Bah non, parce qu'au début, en fait, je suis bien consciente qu'il y a clairement de l'amélioration, qu'il faudra m'améliorer, mais que voilà, je le lance parce qu'il faut se lancer et donc j'apprends et donc je prends les critiques constructives comme elles viennent et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que mes vidéos ont très vite pris, en fait, elles ont très vite eu pas mal de vues et voilà, et donc ça a continué à grandir assez vite et le truc était lancé, quoi. Es-tu une force tranquille, Zoé ? Ou es-tu quelqu'un de stressé ?
Non, je pense que je suis plutôt tranquille. Ok. Est-ce que Ouais. tu dirais que ton compagnon aussi? Ouais, je pense Ouais, aussi, bah hein, ouais, plutôt, ouais. ouais. Je le vois là. Ouais, on est plutôt tranquilles tous les deux, Putain, ouais. j'imagine les conversations où soit c'est des putains de projets, soit ils sont dans la merde et les deux ils sont en train de papoter en mode ouais, bah va falloir faire Ouais, ça. bah hier à la fin du week-end, il me dit, tu sais, je dois te dire un truc et tout. Je dis, ouais. Il me fait, ouais, c'est cata le business ce week-end. Et je dis, ah bon? Il me dit, ouais, je voulais pas te le dire et tout. T'as vu, je me suis bien contrôlée. Je fais, ouais, de ouf. Genre, j'ai même pas vu, tu vois. Alors Genre, qu'il me parlait de Roy, c'est l'inverse. Ouais, Son son associé, associé, c'est. ouais. Bah, tiens, parlons de s'entourer. On parlera donc d'Ariel un peu après parce que je veux comprendre aussi comment ça t'aide le soir et de déconnecter d'un point de vue très réseau et en même temps d'avoir quelqu'un qui navigue et qui pilote un peu à vue au quotidien tout en ayant une vision un peu plus long-termiste. Mais ouais, l'entourage, je voulais savoir, quand tu as commencé, personne, donc tu disais que tu faisais tout ton montage, etc., toute seule. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, tu bosses avec combien de personnes différentes au global? Donc ça peut être de la créa, ça peut être de l'admin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est mon agent, on appelle ça comme ça dans le milieu, donc qui m'aide avec tout ce qui est commercial. Parce que clairement, moi, en égo, je suis catastrophique. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à dire non, Zoé, elle est forte, il faut que. Tu Voilà. sais pas te vendre? Ah non. Je sais vendre les autres mieux que moi-même. Je trouve que se vendre soi-même, c'est très compliqué. Mais tu connais ta valeur. Bah, j'essaye de me dire que j'en ai, ouais. Mais... Non, mais quand même, tu la connais ta valeur. Enfin, Ouais, après tout ce que si, tu as fait et réussi. Ouais, j'ai toujours peur de demander trop, tu vois, je sais pas. Ouais. Non, je suis pas très forte à ça. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça. Ok. Après, j'ai. Mais bienvenue au club, du coup. On s'en parlait. Mais Voilà. moi non plus, je déteste. Voilà, mais je pense que c'est très compliqué. Hein. Bah, Et puis, en fait, même avoir quelqu'un qui fait l'intermédiaire, ça donne déjà de la valeur parce que ça montre déjà qu'on n'est pas aussi accessible que ça, qu'il y a des process. Ouais. Tu vois, c'est pro, c'est pas juste t'envoies un message à Zoé et puis elle va rien comprendre. Non, en fait, Zoé, elle comprend quand même. Il y a des étapes à suivre, il y a des manières de faire. Et je pense que juste ça, déjà, ça donne un signal aux personnes avec qui je travaille que voilà, c'est rodé, quoi. Est-ce que ton agent t'a déjà regardé en mode mais Zoé, t'es malade de faire des prix aussi bas? Bien sûr, au début, quand on a signé ensemble, elle m'a dit mais en fait ça va pas du tout. Et Au début, moi je lui ai envoyé des messages vocaux en panique, genre mais ça va pas d'envoyer des prix comme ça. Les marques elles vont partir et tout, plus personne va vouloir travailler avec moi et tout, c'est horrible. Tu peux pas faire ça et tout. Elle était là non mais t'inquiète, je gère et tout, je Donc sais. tu connaissais pas ta valeur financière? Ah non, pas du tout. Mais financièrement, en tout cas. Financièrement, pas du tout. Mais sur les réseaux, c'est un peu encore le Far West. Enfin, tu vois, c'est pas qu'il y a des gammes de prix, c'est pas qu'il y a des. Alors, on connaît jamais le salaire vraiment de ses collègues, de ses collaborateurs, mais on imagine, il y a quand même Vous des en échelles. parlez pas entre vous? Bah, c'est quand même très tabou entre les créateurs de contenu. Ah ouais, je savais c'est pas du compliqué, tout ouais. ça. Ouais. Ok. Bah, déjà, sur les contrats, il y a marqué que c'est confidentiel, les montants. Ouais. Bon, voilà, après ça, on s'en fiche. Ouais, tu vois. voilà. Mais ouais, en fait, je pense que beaucoup de créateurs de contenu se considèrent pas comme collègues, mais plutôt comme rivaux. Ça se dit, ouais. Oui, bien sûr, compétiteur. Quoi, Comme compétiteurs, voilà. Et donc, ouais, ils n'ont pas très envie d'échanger là-dessus. Ouais, ça reste un truc qui est très, très tabou. T'as eu combien de clients avant de bosser avec ton agent? Pas tellement, mais parce qu'en fait, Ok. j'ai pas développé cette partie-là. J'étais très gênée de faire de la pub et puis je faisais pas Instagram pour ça. Moi, à la base, je voulais lancer cette page Instagram pour partager des informations, des recettes, etc. Et puis, je me disais, à terme, s'il y a besoin de le monétiser, enfin, voulais le monétiser, mais je me disais, je lancerai ma marque, ce que j'ai fait, de produits sans gluten, voilà, que je vendrais à ma communauté. Donc, c'était un peu ma manière naïve de voir les choses. Et je me disais, j'ai pas besoin de faire de collab. En plus, ça, j'avais pas du tout le temps. Moi, j'étais prof à côté. Donc, franchement, je combinais déjà 2 jobs à temps plein. Plus à cette époque-là, vers la fin, je lance ma marque de farine pour faire du pain sans gluten. Donc, en fait, j'avais 3 jobs. Donc, franchement, les collabs, c'était pas possible. J'avais pas le temps. Et puis, j'avais pas envie. Ça me gênait. Donc, Mais sans les collabs, t'arrivais à vivre? j'étais prof. Ah mais oui, je suis con, tu faisais en J'avais mon parallèle. salaire de prof et je donnais plein de cours particuliers. En plus, en fait, j'avais 14 000 jobs à ce moment-là et Instagram, je me disais, ça me rémunérera peut-être un jour, mais c'est pas mon but premier aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute l'énergie que j'ai, je la mets à créer du contenu gratuit pour tout le monde. Voilà. Je bois à tes paroles et je déplore et je vais clairement l'opposer. Je pense qu'il y a des créateurs de contenu qui sont dans une case et d'autres dans l'autre. Est-ce que tu estimes que ton audience, tu as décidé de ne pas la monétiser, mais plutôt de la servir et que tu estimes que du coup, tu lanceras un produit, tu lances même un book, etc. Si et seulement si tu pourrais l'acheter. Mais tout ce que tu as fait jusqu'à présent, genre c'est
même pas du pro bono, c'est que toi, ça te fait plaisir, donc tu mérites pas d'argent là-dessus. Sur juste les vidéos, etc. Alors, je pense pas que je mérite pas d'argent. Enfin, je pense que clairement, je méritais de l'argent, tu vois. Et je pense que les plateformes devraient clairement payer parce qu'ils gagnent énormément d'argent sur notre dos avec toutes les publicités qui sont faites grâce à nous, grâce au contenu qu'on crée. Donc, clairement, je pense que ça aurait mérité de l'argent. Après, moi, j'avais pas envie d'aller le chercher avec des marques, quoi. J'avais pas envie de partenaire à ce moment-là. C'est ce truc-là que je capte pas. Pourquoi ça... Mais parce que j'avais pas le temps. Il y a un truc qui est antinomique avec tes valeurs. Mais ou parce ton que j'avais éthique, pas le temps. En fait, ça prenait énormément de créer du contenu, de temps de créer du contenu. Et ce temps-là, en fait, si tu travailles avec des marques, ça prend. Enfin, une vidéo en collaboration avec une marque prend beaucoup plus de temps à créer qu'une vidéo que tu fais pour toi. Parce qu'il y a plein d'échanges avec la marque, il y a des contrats. On se rend pas compte, mais derrière une vidéo, il y a des centaines de mails. C'est pour ça maintenant que j'ai Mélissa, qui est mon agent, qui m'aide à me vendre, mais elle aide aussi à gérer toute cette logistique qui est énorme. En plus de ça, j'avais aucune idée des prix, moi, du marché. Je savais même pas en fait que je valais beaucoup d'argent. Puis la page a grandi très vite. Donc à ce moment-là, je valais beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui aussi, parce que j'étais beaucoup plus petite. J'avais le sentiment, mais du coup, je t'ai emmené vers là, mais fail. Mais je me suis trompé, mais j'avais l'impression que tu te sentais presque pas légitime de vendre des produits et que tu voulais proposer quelque chose avec vraiment de la valeur plus que juste faire de la pub, quoi. Alors, je voulais proposer quelque chose avec de la valeur. Je pense pas que c'était une question de légitimité. Ok. Je pense que c'était juste une question que j'avais envie d'avoir un compte qui soit extrêmement authentique et que les gens me fassent vraiment confiance et être complètement alignés. Et il n'y avait pas de place pour des collaborations commerciales avec des marques à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en fais, tu vois. Et c'est pas parce que je me sens plus légitime, c'est juste parce que c'est devenu mon métier, que j'ai plus le temps. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça m'éclate parce que c'est une partie créative, ça te pousse aussi hors de ta zone de confort parce que tu bosses avec des marques pour mettre leurs produits en avant. Il faut toujours trouver un moyen créatif de le mettre en scène, etc. Et aujourd'hui, ça m'amuse aussi, donc c'est cool. À l'époque, c'était pas le but. Ouais. Et je confirme qu'on ne verra pas une photo de toi avec un petit code promo et dire merci, ciao, sans créer du contenu autour. Non. Je t'ai même pas posé la question. Peux-tu te présenter ou présenter tes réseaux ? T'as combien d'abonnés ? Ça fait combien de temps ? Écoute, je m'appelle Zoé sur les réseaux, donc Zoé No Gluten. Je suis présente en mon premier réseau, c'était Instagram, où j'ai maintenant 900 000 personnes depuis aujourd'hui qui me suivent. Voilà, c'est énorme. Congrats. Voilà. Et après, sinon, je suis aussi sur TikTok, où ça marche beaucoup moins bien, j'avoue. Je crois que je suis un peu trop vieille, je sais pas, je comprends pas comment ça. Ouais, je suis ultra boomeuse. Je me suis lancée trop tard sur TikTok, en fait. J'y croyais pas. Okay. C'est débile, j'ai un peu raté le coche. J'aurais dû me lancer sur. Combien, là ? Genre, pas beaucoup. Enfin, beaucoup, oui, genre 150 000, tu vois. Mais non, mais j'ai lancé ça il y a 1 ou 2 ans, tu vois. Et en fait, au début, j'y croyais pas trop. Et je me suis dit, non, ça sert à rien que je sois là-bas, il y a que des gens qui dansent. Et en fait, je me suis complètement trompée et c'est dommage. Voilà, c'est pas grave. Je suis sur YouTube aussi. J'ai un podcast aussi où je parle de autre chose que du gluten. Enfin, je parle de gluten, mais aussi de plus largement de santé. Le podcast s'appelle Différemment. Parce que depuis le début, je dis un peu mon slogan et mon mantra, c'est que en fait, je mange pas sans gluten, entre parenthèses, mais que je mange différemment, dans le sens où en fait, j'essaye de voir le positif et j'essaye de dire, penser tout le temps à ce qu'on enlève, ça te met dans un mood de restriction. Bien sûr, tu ne te prives pas. Exactement. Et là, je ne suis pas dans un mode restriction, je suis en mode, OK, ça, je ne mange pas très bien, mais qu'est-ce que je mange en plus ? Et je me rends compte que si tu ouvres les portes du monde sans gluten, il y a énormément de farine, de céréales, de produits qu'on ne connaît pas, mais qui sont délicieux et qu'on peut découvrir. Et donc, ça m'a ouvert plein de portes. Et aujourd'hui, je pense que je mange même plus varié que la majorité de mes amis qui mangent du blé, mais parce que j'ai dû trouver d'autres solutions. Donc voilà, ça, c'était pour la parenthèse, pour le nom du podcast. Et donc, le podcast, on essaie de trouver ce point de vue-là et de regarder les choses différemment, mais par rapport à toutes sortes de sujets de santé, accompagnés d'experts de santé. C'est de la réflexion, ouais. Ouais. Ça sort toutes les semaines. Allez, écoutez, les amis. Voilà, je fais sa promo. Maintenant, vraie question. Combien tu gagnes ? Non, je rigole. Est-ce que tu peux nous dire, en toutes ces activités, tout ce que tu as lancé, c'est quoi j'aimerais avoir ce rapport entre le temps et l'argent. Genre, qu'est-ce qui te rapporte plus, enfin, tes sources de revenus, mais en réalité, sur quoi tu passes le plus de temps ? Ouais. Alors, je pense que 90% de mon temps, je le passe à créer du contenu gratuit, clairement. Et après, les 10% restants, je passe mon temps à créer du contenu qui est payant. Payant pour les marques, parce qu'aujourd'hui, ma plus grande source de revenus, et la seule d'ailleurs, c'est des collaborations commerciales avec des marques. Le book, plus du tout ? Ah si. Alors, j'ai sorti 2 livres de recettes aux éditions Marabout,
Mais ça, il faut quand même le savoir. Quand on écrit un livre avec une maison d'édition, Ouais. la maison d'édition gagne énormément d'argent et moi, j'en gagne quasi pas. Je pense que j'ai 5-6% de commission par livre. Donc, c'est minuscule. Et en plus, je voulais que ce soit des livres accessibles. Ils coûtent 11 € mes livres. Donc, tu peux faire le calcul avant de gagner de l'argent. Il faut en vendre beaucoup. Tu t'es fait un petit kiff, non, avec les 8 € que tu as récupérés sur la première vente. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Mais donc, non, c'est clairement pas ma source de revenus principale, ça. Ok, donc tu disais les partenariats. Ouais. Le podcast est monétisé peut-être? Ouais, mais pareil, aussi c'est des partenariats aussi. Voilà. Ok. D'ailleurs, je te disais avec qui je bossais, donc je bosse avec Mélissa qui est mon agent, mais il y a une comptable aussi qui bosse avec nous. Ouais. Il y a un avocat qui bosse de temps en temps quand besoin, et après il y a des gens qui m'aident, enfin une monteuse ou deux, enfin ça dépend, avec le podcast justement pour faire les montages, parce que moi je fais tous les montages de mes vidéos courtes que je publie sur les réseaux sociaux, de recettes, etc. Mais par contre pour le podcast, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire les montages. Donc ton monteur ou ta monteuse, c'est que le podcast? Ouais, en fait. c'est que le podcast, ouais. Putain, c'est fou. Et 900K d'abonnés, tu gères tout de A à Z. Personne d'autre n'a... Ouais. Sur ton iPhone 13, là, Ouais, c'est quoi comme iPhone? Non, je pense que je dois avoir le 15, non? Ça Le va, 16, le 15, je sais pas. Je sais pas, je crois tu qu'on vois, est au je suis- 17 là, donc qui vient de Je sortir. pense que j'ai le 15. Putain, je Ouais. suis plus old school que toi, quoi. Ouais. Mais je filme tout avec et je monte tout sur mon téléphone. C'est honteux, faudrait vraiment que je me mette à l'ordi, mais T'es sur franchement, CapCut? ouais. Ah, CapCut tellement sur mon drôle. téléphone. Tellement drôle. Mais non, mais par contre, 900K, moi j'ai une CM, j'ai pas 900K. Bon, après, moi, je dirais que j'ai un métier à poil différent et je déteste les réseaux. C'est aussi pour ça. Mais ok, est-ce que tu as une limite à ça? Est-ce qu'en charge de travail, répondre aux DM, aux commentaires, etc., ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que tu songes à le déléguer? Alors, faudrait peut-être. C'est pas ce qui me prend le plus de temps et j'ai vraiment envie de garder ce lien avec la communauté parce que pour moi, c'est le plus important. Et puis, je trouve qu'il y a plein d'informations qui sont importantes et de retours qui, pour moi, sont importants pour comprendre en fait qu'est-ce que mon audience veut, qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont les problématiques. Donc, cette partie-là, elle me prend du temps. C'est pas ce qui me prend le plus de temps et puis c'est une partie que j'aime bien en plus, tu vois, et puis je peux le faire je sais pas, quand je suis dans le métro, quand je suis enfin tu vois, j'ai pas de moment où je m'assieds vraiment pour répondre aux DM, je le fais un peu tout le temps, donc c'est vrai que du coup c'est prenant parce qu'à chaque fois que j'allume mon téléphone j'ai les messages de mes potes et j'ai les DM Insta et j'avoue je deviens nulle pour répondre à mes potes, en plus c'est terrible, je réponds mieux Arrête, sur tu Insta. privilégies les followers. C'est terrible, vraiment, et je fais mon max. Après c'est possible parfois que j'arrive pas à répondre à tout le monde, tu vois. D'accord. Parce que j'ai trop de messages. Il y a un moment où Mais je peux pas y passer ma journée. T'es obligé de répondre? Non, mais Et j'aime pourquoi bien. tu le fais? Oui, J'aime mais bien pourquoi? répondre. Mais parce que je trouve que c'est trop important. Puis les gens sont trop gentils. Et je me dis, si eux passent du temps en fait à m'écrire des messages, à me faire des retours, moi j'ai envie de leur répondre aussi. Donc, T'as écrit à des gens sur les réseaux? moi, Ouais. ouais, On t'a toujours répondu? non, Bah voilà. on m'a jamais Donc répondu. t'as le Non. contre-exemple à ce que tu Mais je viens de comprends, me mais moi dire. j'ai 900 000 abonnés maintenant, ça a peut-être Non, joué, tu mais vois. il y en a qui ont 5000 abonnés qui répondent pas et il y en Ouais, a mais qui je trouve ont on parlait d'Aurélien Froissart, il m'a répondu genre 2 jours plus tard, tu Ouais, vois, mais et on voilà. l'a fait en une semaine ce podcast. Ouais. Donc. Non, je réponds. Enfin, Ok. je fais mon max pour répondre. Après, dire que je réponds à tout le monde, ce serait faux. Mais je réponds un max, ouais. Je voulais parler un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce que tu considères que ta vie a changé depuis? Et on en parle. Déjà réponds à ça et après je te A dirai. changé par rapport à quoi? Globalement, à tout est-ce que ça a changé d'un point de vue financier? Est-ce que ça a changé ne serait-ce que d'un point de vue bonheur? Ouais. Est-ce que tu es plus heureuse? Est-ce que tu as moins d'appréhension? Ça peut être d'un point de vue pro, vu que tu sais plus exactement où est-ce que tu vas à long terme, mais tu kiffes ton quotidien. Ouais. Comment ça se passe là-dessus? Alors, ça a changé plein de choses parce que du coup, j'ai quitté mon métier qui était ma vocation et que j'adorais. Enfin, je suis plus maîtresse pour le moment parce que j'arrivais plus à tout faire et que la page Instagram grandissait et il y a plein d'opportunités qui vont avec. Et je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut saisir les opportunités quand elles sont là. Donc, Donc, il y a eu un momentum, un timing. il y a eu un qui fait momentum, que- un timing, Ok. et je me suis dit, en fait, c'est le moment, donc je vais tout donner pour en faire le max. Est-ce qu'un jour, je reprendrai mon métier de prof? Peut-être. Parce que est-ce que je suis plus heureuse avec juste les réseaux? Je pense pas, tu vois. Je pense pas que je sois Ok. plus heureuse. Je suis très heureuse et j'ai une qualité de vie qui est inimaginable. Enfin, je suis libre comme l'air. Je peux faire mon emploi du temps comme je veux. Si j'ai envie de partir en vacances demain, je pars en vacances demain. Si j'ai pas envie de poster aujourd'hui parce que je suis malade, je poste pas aujourd'hui. Enfin, il y a plein d'avantages. Mais
Tu vois, je vais te donner un désavantage, parce que tout ça, tu l'as pas en tant que prof, tu dépends. Par contre, il y a le contact humain versus bosser en remote. Il y a surtout ça. Mais déjà, mais ça c'est un gros truc. Carrément, ça m'impacte. Ouais, au début, c'est ce qui me faisait le plus peur parce que je te disais, j'aimais beaucoup mes collègues, j'adorais être en classe avec les enfants. Et là, je me retrouve. Alors certes, je travaille avec des gens, mais tout le monde est en remote. Moi, j'ai pas de bureau, donc je bosse de chez moi. Donc, c'est pas facile non plus de se créer un emploi du temps et de garder la motivation quand tu te bosses seul. Mais j'allais dire, la solitude, ça va ? Est-ce que tu as aussi des pairs créateurs de contenu, créatrices ? Ça dépend des semaines, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des semaines où j'ai plein d'événements, il y a plein de trucs et c'est trop chouette. Et voilà. Et puis, il y a des semaines, en fait, où c'est le plein hiver, il fait noir à 16h, il se passe rien et tu es seul chez toi. Et non, tu vis pas ta meilleure life. Mais après, c'est comme dans tous les métiers, tu vois. Il y a des avantages, des inconvénients à tout. Ouais, mais les métiers qu'on a, toi et moi, qui sont de rester, de se lever par moment, tu peux te lever à 8h, mais tu peux aussi te lever à 11h, mais tu peux aussi continuer à bosser jusqu'à 3h du mat. Et puis, tu es tout seul devant ton ordi et parfois, tu es sur un canapé ou une chaise. Si tu t'installes mal, true story, tu peux avoir des problèmes de dos. Bon, moi, je suis en train de gérer ça. Plus sérieusement, sur la solitude, il y a des jours, je dois sortir de chez moi parce que c'est important de sortir de chez moi et de m'aérer. Mais sinon, et là, je sais que je rentre dans une semaine horrible où je sais qu'en soi, je devrais m'enfermer devant mon ordi pendant 4 ou 5 jours d'affilée. Vraiment, je te demande à titre perso, comment tu le gères ? Je le gère bien et mal, tu vois. Encore, ça dépend. Là, par exemple, depuis début septembre, je vais au yoga tous les matins à 8h. Tu vois, là, j'étais au yoga ce matin à 8h, à une demi-heure à pied de chez moi. Parisienne, quoi. Non, je faisais du yoga depuis avant d'être à Paris. Franchement, c'est génial. Il faut trouver un bon studio. Parce que franchement... Vas-y, lâche ta pub. Tu vas chez qui ? Jivamukti Yoga dans le 11e. Voilà. Donc, si vous voulez croiser Zoé... À 8h du mat. Merde. Je risque de... Ouais. Non, et en fait, j'ai choisi ce studio-là aussi parce qu'il est plus loin que il y a plein de studios à côté de chez moi. Mais comme ça, je marche une demi-heure pour y aller, je marche une demi-heure pour revenir, et ça fait un mouvement dans ma journée. Parce qu'en fait, je me rends compte que sinon, je me réveille, j'allume mon téléphone, déjà je suis stressée, je reçois plein de messages, il y a plein de trucs à gérer. Et je commence à bosser, et en fait, je suis pas sortie de chez moi, et puis il est 13h, et je suis toujours pas sortie de chez moi. Là, je me dis, bon, je vais quand même faire une recette, parce que comme ça, je tourne une vidéo. Et puis après, je fais ma recette, et donc je mange chez moi toute seule, et puis il est 15h. Et je suis là, je vais quand même monter ma vidéo. Et après, tu vois, il est 17h et t'es pas sorti de chez toi. Et c'est terrible, quoi. Ça va pas du tout. Tu t'anticipes ça, juste pour comprendre? Tu programmes tes journées ou tu vis au feeling? Alors, j'ai des trucs qui sont programmés, mais je suis très dernière minute, quoi. Je suis très spontanée. Donc, j'avoue... Ok. Tu vois, par exemple, le podcast est programmé. J'ai des épisodes d'avance de manière générale. Et puis, je sais qu'il sort tous les mercredis matins à 5h30. Et donc, ça veut dire c'est drôle, je publie à 6h. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est bien 5h30. Mais parfois, je me réveille, il est 8h, j'ai déjà là les écoutes. Ouais, il y a vraiment des gens, ils sont réveillés quoi, à ce moment-là. C'est ça que je me dis. Dédicace à vous, chers auditeurs et auditrices. Mais ok, donc tu prends un peu d'avance là-dessus. Donc et voilà, après, donc le reste... ça, il y a. Après, il y a certaines vidéos où je sais, tu vois, feeling. tout ce qui est collaboration commerciale, justement, c'est prévu très en avance. Et il faut envoyer la vidéo en amont pour qu'elle soit validée par la marque, etc. Enfin, il y a vraiment des process à tenir. Et donc, pour ça, oui, je suis très organisée. Après, pour tout ce qui est mon contenu, je pense que ce qui fonctionne, c'est qu'il est vraiment fait à l'arrache et qu'on sent qu'il est vraiment authentique et qu'il n'est pas prévu 3 mois avant, quoi. Et que je sais pas quelle est la... Je sais pas... En fait, souvent, je prévois des recettes que je veux faire pendant la semaine. Tu vois, je me dis, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et au final... C'est pas ça que tu fais. Mais pas du tout. Donc, t'es hyper à l'instinct, au gut feeling. Ouais. Et du coup, on arrive plus ou moins à la fin de ce podcast, mais je voulais quand même parler de ton premier soutien. On peut dire ça? Parce que c'est ce que là, tu vois de qui je parle ou pas? Ouais, Ariel, non ouais, non, mais je sais pas, je vois dans tes yeux, je suis en mode, elle se dit où est-ce que je vais l'amener? Non, il y a une story ce week-end sur les 900K. Et tu parlais de ton premier soutien. Plus sérieusement, moi, la question, je veux vraiment la mettre sous un certain prisme. C'est l'idée d'écouter ton gut feeling versus, et là, excuse-moi, première de la classe, fais des études pour avoir un job bien plus tard, etc. Enfin, quand je dis bien plus tard, c'est mettre des efforts pendant des années pour obtenir quelque chose que, en réalité, tu ne sais pas si ça va réellement te plaire ou pas. Est-ce que le fait que vous deux, vous ayez de l'incertitude dans votre vie professionnelle vous permet de mieux l'appréhender? Comment ça se passe là-dessus? Ouais, probablement. Alors nous deux, on est ensemble depuis 10 ans. Donc bien avant toutes nos aventures entrepreneuriales, à l'époque, Ariel, il étudiait histoire. Et c'est un petit premier de la classe aussi. Bon, je sais pas s'il était premier, mais il a fini dans les meilleures écoles. Ouais. Voilà, il faisait histoire. On était tous les deux perdus et on a fait tout le chemin ensemble. C'est sûr qu'il m'a inspirée. Je sais pas si je me serais lancée sur Instagram s'il avait pas été là. Tu vois, je pense que. Okay. Alors clairement, il a pas fait le job à ma place, mais je pense que
son ouverture d'esprit, enfin son idée de dire bah vas-y en fait lance-toi, tu vois, c'est cool. On s'en fout quoi. On s'en fout. Clairement, je pense que ça a dû m'aider, tu vois, et ça doit jouer. Et encore aujourd'hui, ben on en parle, tu vois, et on est tous les deux entrepreneurs parce que c'est ça qu'on est, et on bosse à des horaires différents, on a des incertitudes qui sont différentes, des questionnements, etc. Et clairement, on peut échanger. Je pense que ça aide énormément, tu vois. T'as des moments de prise d'émotion, de brouillard sur ton business, de panique par moment? Ça arrive? Bah, c'est sûr. Et c'est Ariel qui t'aide là-dessus ou c'est d'autres personnes peut-être? Qu'est-ce que tu trouves comme moyen de contrer ce pic émotionnel par moment? Bah, on en parle avec Ariel, c'est sûr. Après, il a son business et j'ai le mien. Donc c'est pas lui qui gère mes problèmes, mais il est là pour m'écouter et il comprend ce que je dis. Donc ça, c'est sûr que c'est une énorme aide déjà. Et ouais, c'est sûr que c'est des hauts et des bas, l'entrepreneuriat. Enfin, sur les réseaux aussi, il faut tout le temps se renouveler. Et puis, il y a des périodes où tu es en énorme croissance et toutes tes vidéos marchent trop bien et c'est génial. Et puis, il y a des périodes où tu te dis, bah ça y est, c'est fini, on veut plus de moi ici, j'ai loupé le train, je suis trop vieille, je sais plus comment ça fonctionne. Et puis, on va s'arrêter là, tu vois. Donc là, tu broies du noir. Ouais, tu broies du noir et c'est normal, tu vois. Donc, Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à comprendre ton quotidien d'entrepreneuse / artiste? Parce que moi, je considère que c'est quand même un peu de l'art. Bah non, non, c'est un grand mot. Je connais pas mal d'autres créateurs de contenu. Quand même, je dirais pas qu'on est hyper amis, mais on se connaît bien et même parfois on se voit et tout. Donc eux, ils comprennent ce que je dis. Dans mes amis proches, je pense pas que les gens comprennent vraiment, tu vois. Je pense pas. Même moi, en fait, j'ai mis du temps à me dire à moi-même que ce que je fais, c'est du travail, tu vois. Pendant très longtemps, pour moi, je fais des vidéos sur Internet, mais on s'imagine pas le temps que ça prend. Surtout que moi, je fais tout pour que ça ait l'air d'être ultra authentique et ça l'est, tu vois, mais que ça ait l'air d'être sans façon et que ça prend pas de temps et que c'est facile et que c'est mon quotidien et que voilà, tu vois, et que je partage et que ça prend 2 secondes. Sauf que c'est pas le cas, ça prend pas 2 secondes, ça prend vraiment longtemps, il y a toute une réflexion derrière. Et tout ça, c'est du travail qu'on n'imagine même pas. Et je pense que ouais, ça c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'en fait, ouais, je travaille, quoi. Je suis pas en vacances. Bah justement, je voulais parler de ça. On en avait parlé un petit peu. Je pense que je n'en aurais pas parlé si tu vois, on l'avait pas abordé en off. Il y a des gens. Alors pour moi, c'est aussi la beauté de l'art, c'est de faire croire que les choses sont simples alors qu'il y a beaucoup de travail derrière. Par contre, il y a des gens qui considèrent que tu leur appartiens ou que tu vois ce que je veux dire. Je sais que c'est les réseaux, je te disais ça parce que j'ai vu aussi d'autres reels d'autres créateurs qui commencent vraiment en disant à leur audience je suis pas votre pote en fait, donc je suis vraiment là dans le cadre du travail. Est-ce que ça t'a impacté négativement? Je vais aller plus loin. Est-ce que tu t'es rendu compte est-ce que tu t'es mis des barrières par moment, tu sais, des limites, une distance en te disant attends, je suis beaucoup trop authentique là-dessus et du coup je suis presque trop proche et ça donne lieu à peut-être des gens qui viennent t'alpaguer dans la rue? Alors, des gens qui viennent m'alpaguer, il y en a souvent. Après, ça me dérange pas parce que je me sens proche des gens. Et c'est ce lien que j'ai envie de maintenir, cool, tu vois. Ma commu est très cool, j'ai énormément de chance. Dis pas le contraire. Mais... non, mais j'ai commencé Instagram pour ça. Parce que je voulais créer une communauté, je voulais créer du lien, je voulais comprendre les gens. Donc ça me dérange pas du tout. Après, c'est sûr qu'il y a des choses que je dis sur Instagram et il y a des choses que je dis pas sur Instagram, tu vois. Et ça, c'est un vrai choix de ma part. Et tout ce que je dis sur Instagram est vrai et est authentique. Ça ne veut pas dire que c'est pas travaillé, c'est travailler derrière, mais parce qu'il y a toute une réflexion derrière sur comment je vais dire les choses pour qu'elles soient perçues de la manière dont moi j'ai envie de les dire, parce qu'il y a tout ce travail-là aussi. Parfois, tu peux dire quelque chose et puis ça peut vouloir dire... Enfin, l'autre personne peut entendre totalement autre chose, l'interpréter. T'as peur de froisser par moment ou non? Ou c'est juste qu'on comprenne pas ton propos? Plus qu'on comprenne pas mon propos. Froisser aussi, j'aime pas froisser. Moi, j'aime pas me disputer avec les gens. Donc, je pense pas que j'ai un contenu qui soit très problématique, clivant, tu vois, pas du tout. Et c'est pas mon but. Et je partage des good vibes, tu vois. Moi, j'aime pas, par exemple, repartager les haters. J'ai des haters et j'ai des gens qui commandent des trucs méchants sous mes vidéos. Jamais je vais les repartager pour les clasher en public, bien tu sûr. vois. Okay, je pourrais, mais c'est pas du tout le mood. Et je pense que la majorité des messages que je reçois sont gentils parce que moi, je partage aussi un mood gentil, tu vois. Je pense que tu reçois ce que tu donnes aussi. Mais concrètement, tu fais attention à ce que tu dis au resto parce que demain, peut y avoir un abonné. En gros, quand tu as 1 million d'abonnés... Ouais. En tout cas, que tu vis un peu dans une grande ville type Paris, tu considères que c'est compliqué de se comporter exactement de la même manière qu'avant? J'essaye de me dire que non,
tu vois. Parce que j'ai pas envie que ce soit le regard des gens qui dicte un peu comment je vais marcher dans la rue, comment je vais me comporter dans la rue. Ce matin, je suis allée au yoga, j'étais à moitié en pyjama, j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée, je m'en fous, tu vois. Et je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont me reconnaître, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me reconnaissent. Et tant pis, et ils voient la vraie Zoé, et c'est celle que je montre sur Instagram aussi. Je suis pas maquillée non plus sur Instagram, donc voilà, ça me dérange pas. Après, c'est sûr que parfois au restaurant, quand tu vois que les gens te regardent de loin, qu'ils viennent pas te dire bonjour, mais que tu sais qu'ils t'ont reconnu, tu vois. T'as reçu des DM carrément, non? Ouais, tout le temps, mais encore là, mais tout le temps, à chaque fois que je vais dire, les gens m'envoient des messages après, et à chaque fois, je leur réponds, mais venez me voir. Je préfère 1000 fois, en fait, que tu viennes me voir, qu'on discute. C'est trop sympa, ça me fait plaisir, plutôt que d'avoir des regards, tu vois, qui te regardent de loin, qui osent pas venir te parler. Et là, tu te sens mal à l'aise, tu sais pas, moi, je vais pas leur parler, moi, tu vois. Mais donc, en fait, t'es dans une position où, ouais, c'est pas hyper agréable. Et puis, encore une fois, on vit tous des émotions qui parfois peuvent pas être positives. Ouais. Et je te le disais au téléphone, mais putain, si demain t'es en train de te vénérer au téléphone avec quelqu'un, parce que ça peut arriver, ou que t'es triste et que quelqu'un t'envoie un message en mode ah, je t'ai vu, ou je sais pas. Ouais. Enfin, c'est. C'est la vie, tu vois. J'ai envie de me dire, ouais, mais oui, bien sûr, c'est pas agréable, tu vois, mais c'est comme ça. Et puis, je suis pas Mbappé, c'est ce que je te disais aussi, tu vois. On me reconnaît dans la rue, mais c'est pas au point où je peux pas sortir de chez moi, tu vois. Ça me fait encore plaisir quand même quand on me reconnaît dans la rue, parce que les gens qui viennent sont hyper sympas, sont hyper bienveillants. Et puis ceux qui viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment vraiment mon contenu. Sinon, tu vas pas voir quelqu'un que t'as vu passer sur les réseaux mais que t'aimes pas, tu vois. Donc non, c'est hyper gratifiant et ça me fait plaisir. J'ai 2-3 mini dernières questions à te poser. Vas-y. La première est toute simple. C'est quoi l'aliment le plus sous-coté que tu as découvert quand tu as arrêté le gluten? L'aliment le plus sous-coté que j'ai découvert quand j'ai arrêté le gluten. C'est une bonne question. J'aimais pas du tout le sarrasin et maintenant j'adore, mais bon, je sais pas à quel point c'est sous-coté parce que les galettes de sarrasin, ouais, c'est vrai que c'est connu en France. En Belgique, c'est pas bon. Ouais, mais en Belgique, c'est pas très connu, tu vois, c'est un goût fort quand même. Non, mais qu'est-ce que j'ai mangé sans gluten? Ouais. J'ai eu une grosse phase où j'ai testé plein de farines différentes. C'est genre les farines de sorgho, farine de teff, farine de millet. T'es trop technique. Bon, je vais te donner un ordre d'idée. T'as fait un fondant au chocolat aux haricots rouges, je crois. Ouais. Voilà, ça c'est vrai que c'est pas un aliment, excuse-moi. C'est pas un aliment, non. Si. En fait, j'ai commencé à utiliser des ingrédients très simples du supermarché et j'ai commencé à les transformer. Je pense que c'est ça qui est sous-coté. Ouais. Okay. Parce que parfois, de nouveau, on regarde les trucs différemment, tu vois. Je regarde les trucs différemment, je me dis, ok, des haricots rouges, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, tu n'as pas envie de manger ça à midi, mais par contre, tu peux les transformer et les rendre ouf. Et je pense que c'est ça qui est le plus sous-coté. C'est se dire que la patate douce, en fait, elle peut avoir 40 000... manière d'utilisation, okay. Voilà, ouais. Tu vois, tu peux alors en faire que nous on la connaît sous une certaine forme. C'est ça, tu fais des frites de patates douces au four, mais moi je peux t'en faire un fondant, je peux t'en faire un brownie aussi, je peux te mettre dans des recettes sucrées, tu vois. Ok. Donc, t'as la danse sucrée, toi. Ouais. Sur Instagram, c'est vrai que je fais beaucoup de recettes sucrées, mais à la base non, j'aime pas trop manger sucré moi. Mais c'est vrai que c'est plus simple de créer des desserts avec des ingrédients que de faire des plats salés qui soient aussi magique et qui donne cet aspect waouh, tu vois, je trouve. Et allez suivre le contenu pour plus d'inspiration culinaire. Promis, tout est facile, vraiment. Non, mais en vrai, moi j'aime bien cuisiner et tout, donc je vais clairement regarder. Je te dirai vraiment ma dernière question, je crois. J'allais te demander à tes futurs enfants, et puis en fait, on va se reconnecter à vraiment le réel aujourd'hui. Je voudrais ce serait quoi en tout cas le conseil? Ça va vraiment être un conseil que tu vas donner, mais à des gens qui, d'un côté, ont fait Oxford, l'ENS et tous les gros logos éducatifs, et pour moi se disent qu'ils doivent faire quelque chose de leur carrière, de tout ça, le capitaliser là-dessus, ou à l'inverse, d'autres personnes qui n'ont pas forcément de perspective positive d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui peut-être se mettent dans des cases aussi, tu vois? Ouais. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même déjà et qu'il faut essayer d'enlever les cases, tu vois, de se dire qu'on ne fait pas partie de cases, personne ne fait partie de cases et de se demander ce qu'on a vraiment envie de faire et d'essayer de suivre cette intuition-là parce que je pense que quand on a vraiment envie de faire les choses et que ça vient de plus loin, qu'il y a un vrai message derrière, qu'il y a un vrai moteur, je pense qu'on y arrive et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Un truc intrinsèque, tu dirais? Un truc intrinsèque, une vraie motivation intrinsèque. Et je pense qu'on en a tous une pour quelque chose, mais que souvent on l'a occulté ou on l'occulte, c'est ça. Et du coup, c'est ma vraie dernière question, c'est la question bonus. C'est quoi la matière qui manque, qu'on devrait tous avoir en primaire? Je pense qu'il faudrait enseigner l'empathie. L'empathie, le rapport aux autres, la communication avec les autres. Parce qu'en fait, même quand on est enfant, on se dispute à la cour de récré et
enfin, tu vois, on nous met chacun d'un côté de la cour et puis on se parle plus et on en reste là. Alors qu'il y a tellement de trucs à apprendre dans une cour de récréation, quoi, entre deux enfants. Et je pense qu'enseigner aux enfants comment parler de manière non violente, comment communiquer ce qu'on ressent sans faire culpabiliser l'autre, mais en lui expliquant nos besoins, je pense qu'il y a plein de trucs à faire et je pense que ça pourrait être hyper positif pour la société. Si des profs nous regardent, mais aussi des parents, car non, l'empathie n'est pas juste un trait de caractère, non, c'est aussi un s'apprend. skill qui s'apprend et se perfectionne. Un grand merci Zoé. Merci à toi Yacine, c'était très sympa. J'ai fait un beau tour dans ta tête. Merci de nous avoir inspirés, en tout cas moi le premier, et mes auditeurs et auditrices. Et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode et surtout un grand merde à toutes les personnes qui doutent, mais qui prennent des risques et qui créent. Force à vous. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.